Yo tout le monde. Bon, vu l'indice de la dernière vidéo, il n'y avait pas photo. On allait parler soit de FMA, soit de Fairy Tail. Et vu que je pense pas m'attaquer au second tout de suite, on va analyser FMA. Avant de commencer, je tiens à préciser que je vais cette fois-ci spoiler. Le manga étant terminé depuis plusieurs années maintenant, la plupart des gens le connaissent. De ce fait, si vous ne connaissez pas encore l'œuvre, foncez sans hésiter, c'est du très lourd. Ensuite, revenez regarder cette vidéo qui vous apportera, je l'espère, une vision plus profonde du manga. Alors, on commence comme d'hab avec une petite présentation, surtout pour avoir un support de base sur lequel je vais m'appuyer pour étayer mes propos. Full Metal Alchemist est une œuvre d'Hiromu Arakawa, publiée non pas dans le Weekly Shonen Jump, comme beaucoup de mangas pour ados, mais dans le Monthly Shonen Gangan. Elle raconte l'histoire de Edward et Alphonse Elric, deux jeunes frères qui recherchent la pierre philosophale dans le but de retrouver leur corps qu'ils ont perdu lors d'une malheureuse expérience d'alchimie. L'alchimie ici permet de changer des objets en d'autres objets, selon un principe d'échange équivalent qui est résumé sous la forme de la phrase suivante. Pour chaque chose reçue, il faut en abandonner une autre de la même valeur. On retrouve là un manga classique dans son intrigue, mais au développement extrêmement intéressant. Le synopsis ne résume finalement pas grand chose, car très rapidement, le but d'Edward et d'Alphonse n'est plus la pierre philosophale, mais de déjouer les actions des homonculus. Plus on avance et plus on se rend compte en même temps que les héros que quelque chose de gros se trame dans l'ombre. L'histoire suit un fil bien défini dès le début, et même les éléments des premiers chapitres consacrés à Lior sont repris plus tard. On va donc voir qu'Arakawa a construit un scénario en béton armé. Mais avant cela, précisons que l'œuvre a été adaptée sur plusieurs supports. Il y a donc le manga évidemment, mais aussi un animé créé en 2003 et un autre en 2009. Le manga constitue l'histoire originale, mais on va voir que l'anime est aussi un très bon moyen de découvrir et d'apprécier l'œuvre. Donc, comme je le disais, il existe deux versions animées. Les différences entre ces deux animés sont énormes, que dis-je, gigantesques. Déjà dans celui de 2003, l'antagoniste principal est Dante, une femme homonculus qui transfère son âme dans un nouveau corps à chaque fois pour survivre durant 400 ans, alors que dans l'anime de 2009, Fullmetal Alchemist Brotherhood, l'histoire suit la trame originelle du manga et le méchant principal est bien l'énigmatique père des homonculus, portant les traits de Hohenheim. Autre différence notable, ce sont les homonculus en personne. Dans l'anime 2003, la mère d'Ed et Al est elle-même l'homonculus de la paresse, Sloth. Il existe aussi Vrat, qui n'est pas Bradley, mais un autre homonculus qui est le fils d'Izumi et qui a récupéré le bras et la jambe d'Edward. Bref, il y a encore des tas et des tas de différences, donc je ne vais pas toutes les citer. Mais on peut clairement dire que l'anime de 2003 part très très loin en termes de scénaristique. L'intrigue n'a plus aucun rapport avec celui du manga. Toutefois, il faut relativiser ce constat car il est excusable. En effet, le manga n'était pas encore terminé quand l'anime 2003 avait déjà rattrapé celui-ci. Les scénaristes ont donc eu le choix entre caler des hors-séries pour laisser passer du temps ou modifier le reste à leur sauce. Ils ont choisi la deuxième option et ce n'est pas plus mal. On a par la suite eu droit au très apprécié Fullmetal Alchemist Brotherhood qui apporte de l'amplitude au manga et suit son scénario à la lettre. Maintenant, regardons de plus près l'intrigue officielle, donc celle du manga et de FMA Brotherhood. L'histoire se passe à Amestris, un pays à nature expansionniste où un puissant régime militaire est en place. Au cours du manga, cette nation est constamment en guerre. Que ce soit au sud avec Aerugo ou au nord avec Drachma, on nous présente des affrontements de partout. La guerre est aussi présente à l'intérieur du pays avec les soulèvements à Ishbal, dont les différents flashbacks nous informent des événements qui y ont eu cours. Cette idée est aussi renforcée par le fil rouge de l'histoire, c'est humain contre homonculus, les seconds voulant exterminer les premiers. Ce contexte de guerre est très bien réalisé et s'inspire notamment de plusieurs éléments issus du monde réel. On remarque par exemple une très grande inspiration de la Seconde Guerre mondiale lors du massacre d'Ishbal, qui fait penser au régime nazi qui exterminait les juifs et les tziganes. Cette idée est renforcée dans l'anime lors des flashbacks où les soldats d'Amestris sont représentés blonds aux yeux bleus en uniforme militaire, faisant très clairement penser au Troisième Reich. Drachma, le pays au nord, représenterait lui la Russie. On arrive à voir l'inspiration assez aisément avec les chapkas et les manteaux que portent les militaires. À l'est, Xing, évidemment autant au niveau des noms des personnages que du régime impérial en place, nous fait penser au continent asiatique, peut-être même au Japon plus précisément. Amestris, du coup, représenterait l'Europe dans son ensemble. L'architecture, les habits et les noms des personnages, ainsi que leur physique, nous font immédiatement penser à l'Europe du XXe siècle.
Avec ces éléments, on constate donc que peu de choses sont laissées au hasard et que les inspirations sont multiples et travaillées de manière intelligente. Ce parallèle des conflits avec ceux du monde dans lequel nous vivons apporte une certaine réalité au manga. Pour le dire simplement, on va dire que malgré l'alchimie qui est complètement magique et qui est omniprésente dans l'œuvre, on n'a pas du tout l'impression de se trouver dans un monde imaginaire, comme dans Naruto ou One Piece. Arakawa, pour le coup, a très bien su apporter suffisamment de réalisme à son œuvre pour nous donner l'impression d'avoir affaire à l'histoire d'un pays qui a bel et bien existé. Limite, on pourrait se dire qu'il s'agit d'une leçon d'histoire. Ce réalisme ne s'arrête pas là d'ailleurs, l'intrigue est très rapidement frappée par des éléments poignants et durs. Dès le début, on nous présente deux orphelins qui ont perdu leur mère, l'un son âme et l'autre son bras et sa jambe. Malgré tout, ils font de cette tragédie une force en cherchant un moyen de récupérer ce qu'ils ont perdu. Je vous l'avoue, ce speech de départ n'a pas su me convaincre directement, mais à partir de la mort de Maes Hughes, on prend conscience que n'importe qui peut mourir à tout instant. Certes, ce n'était pas un personnage central, mais il avait tout de même son importance aux yeux des héros. On sent un clivage à partir de ce moment, Mustang devient plus froid et c'est le début de la prise de maturité d'Edward. Pour Alphonse, c'est un peu moins prononcé, mais Ed commence à grandir, on le sent, il perd un peu de sa naïveté sans vraiment jamais la perdre complètement. Il commence aussi à se comporter en adulte, il réagit de moins en moins de manière impulsive. Au début de la série, on a droit à un gamin rebelle refusant toute forme d'autorité et qui agit de manière égoïste. Et à la fin, on se retrouve face à un homme qui prend ses responsabilités et défend ses valeurs et ses convictions. Cette différence, on ne la sent pas vraiment passer tellement l'avancée de sa psychologie se fait tout au long du manga. Mais quand on constate le début et la fin, là on peut la voir et se rendre compte à quel point ce personnage est très bien ficelé. C'est dommage qu'Alphonse n'ait pas connu un développement aussi poussé d'ailleurs. Enfin, c'est peut-être aussi parce qu'Edward prend vraiment toute la place. Malgré qu'il s'agisse de deux protagonistes principaux, Ed est beaucoup trop en avant. Alphonse a le droit à 2-3 moments de gloire, mais il est constamment relégué au second plan. Mais le développement des personnages n'est pas aussi imparfait que je le dis. On découvre beaucoup de protagonistes, mais aussi d'antagonistes, qui sont développés petit à petit jusqu'à un certain dénouement. Parmi les homonculus, il y a bien sûr Per, le méchant principal dont le passé sera dévoilé lors du flashback sur Xerxes. Mais il y a aussi Envy, qui est un des principaux homonculus. On le voit très tôt dès le début et il meurt à la toute fin quasiment. Durant tout ce temps, l'auteur apporte des éléments à sa personnalité. Celle-ci n'est jamais fixe, Envy apprend des choses sur lui-même qui le font réfléchir. Il ne reste pas un méchant pas beau qui fait des trucs méchants juste parce que c'est méchant. Non, 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 au contraire, à la fin il tente de comprendre les humains qu'il détestait auparavant et il essaye de mettre des mots sur ses émotions et sur cette envie justement qu'il ressent et dont il est conscient au fond de lui. Dans la même catégorie, on a King Bradley, qui était autrefois un humain. On l'a ensuite soumis à la pierre philosophale, mais cela n'empêche pas d'avoir de la sympathie pour les humains, il l'exprime d'ailleurs à plusieurs reprises. Mais le plus travaillé, je trouve, c'est Greed. Son comportement et sa position nous montrent dès le début qu'il ne s'agit pas d'un bête constat. Bouh, les homonculus sont tous des méchants. Ici, on nous montre un homonculus qui a décidé de vivre selon ses désirs et d'être libre. Il ne veut pas se soumettre à son père comme les autres, et va même plus tard jusqu'à s'allier avec les humains. C'était d'ailleurs une bonne idée de le faire revivre dans le corps de Lin par la suite. On a encore plein de personnages travaillés du côté humain comme Mustang, Oki, Kimblee ou même Scar qui est vraiment très bien fait, mais je ne vais pas tous les faire, ce serait beaucoup trop long. Ils sont tous modelés selon leur utilisation dans le manga et s'accordent très bien avec leur rôle. Aucun n'est tout noir ou tout blanc, ils ont leur côté négatif et positif. On ne tombe jamais dans un manichéisme de comptoir. On termine avec la fin du manga. Je l'ai trouvé très bien réussi. Ce n'est pas vraiment ce que l'on attend de l'œuvre, mais c'est justement ça qui est cool. Elle a un côté tout est bien qui finit bien, mais en préservant une part dramatique. Edward perd sa capacité à utiliser l'alchimie et ne retrouve finalement que son bras. Alphonse retrouve son corps et part explorer de nouvelles contrées, lui qui avait le plus perdu au début du manga. Mustang retrouve la vue, mais n'accomplit pas son objectif de base qui était de devenir le Führer. Hohenheim meurt, mais se comporte finalement comme un véritable père pour ses enfants. Bref, la fin est équivoque, elle n'est ni tout rose ni tout noir comme toute l'histoire depuis le départ d'ailleurs. C'est cette ambivalence qui est la grande réussite du manga. On a parfois des moments tristes et sombres, d'autres fois ils sont plus joyeux et pleins d'espoir. Cet aspect est particulièrement réussi. Après, personnellement, j'aurais aimé une fin moins joyeuse, ça aurait peut-être amené à réfléchir sur les conséquences de certains actes. Mais bon, c'est un avis purement personnel. FMA est donc dans son ensemble un beau travail. C'est un shonen avec quelques codes de seinen finalement. On a un côté très mature qui devient de plus en plus intense au fil du scénario.
autant dans la psychologie de certains personnages qu'en la profondeur de l'intrigue en elle-même. J'ai regardé tout l'anime pour faire cette analyse et franchement ça ne m'a pas gêné de le faire pour la 3e fois. C'était cool et j'ai même remarqué des détails auxquels je n'avais pas vraiment prêté attention les autres fois. Bref, FMA, c'est de la bombe. Sur ce, j'espère que cette analyse vous aura plu, j'ai essayé au maximum de la rendre intéressante, alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Pensez à me suivre sur Twitter et un peu Facebook, je pense utiliser plus intensément ce réseau social pour vous informer des choses prévues en rapport avec la chaîne. Pensez aussi à mettre un pouce vers le haut, c'est toujours encourageant pour moi. Allez, on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau rapport manga. See ya!